Bonjour, ou bonsoir peut-être. Dites-moi, de quelle ville m'écoutez-vous ce soir? Et surtout, comment est le temps chez vous? Ici, à Marseille, l'air sans le sel, la mort, et le parfum de violette d'une femme qu'on appelait Élise Béraud. On disait qu'elle était belle, trop belle. Asseyez-vous, parce que ce soir je vais vous raconter l'histoire de la veuve de Marseille et des 27 hommes qui ne revinrent jamais. Le brouillard montait du vieux port comme une respiration toxique, enveloppant les ruelles étroites de Marseille dans un linceul gris et humide. C'était une de ces soirées de novembre 1907 où la mer semblait exhaler tous les secrets qu'elle avait engloutis, où l'air portait l'odeur du sel, du poisson pourri et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable, qui faisait presser le pas aux passants. La pension Béraud se dressait au coin de la rue des Trois Mages, une bâtisse étroite aux volets verts écaillés, coincée entre un débit de tabac et un atelier de cordier. Sa façade de pierre calcaire gardait les traces d'une élégance passée, mais le temps et le sel marin avaient creusé des rides profondes dans ses murs. Une enseigne en fer forgé grinçait au-dessus de la porte d'entrée. Pension Béraud, chambre propre, prix modeste. Madame Élise Béraud tenait cet établissement depuis la mort de son époux, disparu en mer 5 ans plus tôt lors d'une tempête. Personne ne l'avait connue autrement que veuve, drapée dans ses robes noires perpétuelles, ses cheveux châtains tirés en un chignon si serré qu'il semblait étirer la peau de son visage. Elle avait 32 ans, mais en paraissait 40. Ses yeux, d'un bleu glacial qui rappelait les eaux profondes, ne sciaient presque jamais, fixant les gens avec une intensité qui mettait mal à l'aise. Les marins aimaient sa pension. Elle était propre, le prix était juste, et Madame Béraud ne posait jamais de questions. Dans un quartier où la police venait régulièrement fouiller les chambres à la recherche de contrebande ou de déserteurs, c'était une qualité précieuse. Les hommes de mer y trouvaient un refuge entre 2 embarquements, un lit au drap blanc qui sentait la lavande, et une patronne qui servait le café noir sans commentaire, même à 3 heures du matin. Pourtant, parmi les prostituées qui arpentèrent le quai du port, parmi les ivrognes qui titubaient d'un cabaret à l'autre, parmi les vieilles femmes qui vendèrent du poisson sur le marché, circulait une rumeur. Une rumeur qu'on n'osait pas formuler clairement, mais qui flottait dans l'air comme le brouillard lui-même. Des hommes disparaissaient. Ce n'était pas si inhabituel, bien sûr. Marseille était une ville de passage. Les marins signaient pour de longs voyages, changèrent de nom, mouraient dans des bagarres ou tombaient ivres dans le port. Mais ces disparitions-là étaient différentes. Elles avaient un motif, une signature invisible. Les hommes qui disparaissaient avaient tous séjourné à la pension Béraud. Ils y avaient passé leur dernière nuit connue, et puis plus rien. Pas d'embarquement enregistré, pas de corps repêchés, pas de traces dans les morgues ou les prisons. Ils s'évaporaient comme la brume matinale. Antoine Mercier fut le premier à éveiller les soupçons, bien qu'à l'époque personne n'y prêtât vraiment attention. C'était un Breton robuste au visage brûlé par le vent qui travaillait sur les bateaux de commerce. Sa sœur Marie tenait une blanchisserie rue Sainte et attendait ses nouvelles chaque mois. En janvier 1905, les lettres cessèrent d'arriver. Elle se rendit à la pension où il logeait habituellement. Madame Béraud lui expliqua, avec cette voix douce et monotone qui était la sienne, qu'Antoine était parti sans préavis, laissant même quelques affaires dans sa chambre. Il a dû trouver un embarquement urgent, avait dit la veuve, ses yeux bleus fixant Marie sans expression. Vous savez comment sont les marins. Marie était repartie, inquiète mais résignée. Les marins étaient effectivement imprévisibles. Mais Antoine ne donna plus jamais signe de vie. Puis ce fut Jean Colbert, un jeune mousse de Toulon. Puis Filippo Conti, un Italien qui fuyait la misère de Naples. Puis d'autres encore. Tous avaient séjourné à la pension Béraud. Tous s'étaient volatilisés. Les prostituées en parlaient entre elles, à voix basse. « Ne laisse jamais un client t'emmener là-bas », disaient les plus anciennes aux nouvelles. La veuve Béraud a quelque chose de pas naturel. Son regard est mort, et sa maison sent la violette même en hiver. Le parfum de violette. C'était un détail étrange qui revenait dans toutes les descriptions de la pension. Un parfum entêtant, presque écœurant, qui imprégnait les couloirs et les chambres. Madame Béraud prétendait que c'était un pot pourri qu'elle préparait elle-même, mais l'odeur était trop forte, trop persistante, presque artificielle dans son intensité. En octobre 1907, un inspecteur de police nommé Lucien Deschamps commença à s'intéresser à ces disparitions. C'était un homme méticuleux, au visage émacié et aux mains tachées d'encre, qui tenait un registre personnel de tous les crimes non résolus du quartier. Quand il compara ses notes avec celles du port et des commissariats voisins,
Un motif émergea clairement. 17 hommes disparus en 2 ans et demi, tous liés à la pension Béraud. 17. Le chiffre lui donna la chair de poule. Il décida de rendre visite à Madame Béraud un après-midi de novembre. La pluie tombait en rafales obliques, giflant les façades et transformant les ruelles en ruisseaux boueux. Il frappa à la porte de la pension et elle s'ouvrit presque immédiatement, comme si la veuve l'attendait. « Madame Béraud ?» demanda-t-il en soulevant son chapeau, laissant l'eau ruisseler de son bord. « Inspecteur » répondit-elle simplement, sans surprise dans la voix. Elle s'écarta pour le laisser entrer. Le vestibule était sombre malgré l'après-midi. Un escalier raide montait vers les étages, ses marches de bois craquant sous le moindre poids. Les murs étaient tendus d'un papier peint à motifs floraux qui avait jauni avec le temps, et partout, absolument partout, flottait ce parfum de violette qui semblait s'accrocher à la gorge. « Je peux vous offrir du café ?» proposa-t-elle, ses mains blanches croisées devant elle. « Non, merci. Je ne serai pas long. » Deschamps sortit un carnet de sa poche. « Je mène une enquête sur plusieurs hommes portés disparus. Il semble qu'ils aient tous séjourné dans votre établissement avant leur disparition. » Le visage d'Élise Béraud ne changea pas d'expression. Ses yeux bleus restèrent fixés sur lui, calmes, presque ennuyés. « Des marins disparaissent tout le temps, inspecteur. C'est la nature de leur métier. 17 en 2 ans et demi. Tous vos clients. » « Pas tous, » corrigea-t-elle doucement. « J'ai de nombreux clients qui reviennent régulièrement. Demandez à M. Gaston, le cordier d'à côté. Il loge ici 2 fois par mois depuis 3 ans. » C'était vrai. Deschamps avait vérifié. Plusieurs hommes fréquentaient la pension sans problème, mais cela ne l'apaisait pas pour autant. « Puis-je visiter les chambres ?»« Bien sûr. » Elle prit une clé suspendue à un tableau près de l'escalier et le précéda dans les étages. La pension comptait 6 chambres réparties sur 2 étages. Chacune était simple mais soignée. Un lit de fer avec un édredon blanc, une table de nuit, une cuvette et un broc pour la toilette, une petite armoire. Les fenêtres donnaient soit sur la rue, soit sur une cour intérieure étroite où ne poussait qu'un figuier rachitique. Deschamps examina tout minutieusement. Il ouvrit les armoires, regarda sous les lits, tâta les murs. Il ne trouva rien de suspect, rien sauf ce parfum de violette qui semblait émaner des murs eux-mêmes, s'intensifiant à mesure qu'on montait dans les étages. « D'où vient cette odeur ?» demanda-t-il enfin. « Je vous l'ai dit, un pot pourri de ma fabrication. Les marins aiment les odeurs agréables après des semaines en mer. C'est très fort, peut-être êtes-vous sensible. » Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Ils redescendirent. Au rez-de-chaussée, Deschamps remarqua une porte sous l'escalier fermée par un cadenas. Qu'y a-t-il là? La cave, j'y garde mes réserves. Puis-je voir? Pour la première fois, une émotion passa sur le visage de Madame Béraud. Une hésitation, fugace mais réelle. C'est très en désordre. Je ne descends pas souvent, néanmoins. Elle soupira, sortit une autre clé de sa poche et déverrouilla le cadenas. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un escalier de pierre qui s'enfonçait dans l'obscurité. Une bouffée d'air froid et humide monta, chargée d'une odeur de terre, de moisissure, et de violette encore plus concentrée, presque suffocante. « Je vais chercher une lampe, » dit-elle. Elle disparut dans la cuisine et revint avec une lampe à pétrole qu'elle alluma d'une main ferme. La flamme jeta des ombres dansantes sur les murs. « Après vous, » dit Deschamps. Ils descendirent lentement, leurs pas résonnant sur la pierre froide. La cave était vaste, plus grande que la maison elle-même ne le suggérait. Des étagères s'alignaient le long des murs, chargées de bocaux de conserve, de sacs de pommes de terre, de bouteilles de vin. Dans un coin, des outils de jardinage rouillés. Dans un autre, une pile de vieux journaux. Et au centre, un cercle de pierre à ras du sol. Un puits. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'inspecteur en s'approchant. « L'ancien puits de la maison, il est condamné depuis des années. L'eau n'était plus potable. » Deschamps se pencha. Une dalle de pierre épaisse recouvrait l'ouverture, scellée avec ce qui ressemblait à du mortier ancien. Mais il remarqua quelque chose d'étrange, des marques fraîches sur le sol autour de la dalle, comme si quelque chose de lourd avait été traîné récemment. « Vous êtes sûr qu'il n'a pas été ouvert ?»« Certaine. » Sa voix était plate, mais ses mains serraient la lampe un peu trop fort, faisant trembler la lumière. Deschamps se releva, le regard fixé sur la veuve. Dans la pénombre de la cave, avec la lumière de la lampe éclairant son visage par en dessous, elle ressemblait à une apparition. Ses yeux brillaient d'un éclat minéral et son visage était dénué de toute expression humaine. « Je reviendrai, dit-il finalement, comme vous voudrez. »
Les semaines qui suivirent, l'inspecteur Deschamps accumula les témoignages. Il interrogea les prostituées du port, les tenanciers de cabarets, les commerçants du quartier. Tous avaient entendu parler des disparitions, mais personne n'avait rien vu de concret. Madame Béraud était discrète, solitaire, irréprochable dans la tenue de sa pension. « Elle est froide comme un poisson mort », lui dit une vieille marchande de fleurs qui tenait un étal près du port. Mais elle paie toujours ses dettes à temps et ne fait pas de scandale. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Deschamps ne savait pas quoi répondre. Il n'avait aucune preuve, seulement un faisceau de coïncidences troublantes et une intuition qui le rongeait comme une maladie. Il passa ses soirées à éplucher les registres maritimes, à comparer les dates, à tracer des lignes entre les disparitions. Un motif se dessina. Les hommes disparaissaient toujours un jeudi, toujours après minuit, toujours après avoir passé au moins 3 nuits à la pension. Le jeudi. Pourquoi le jeudi? Il interrogea Madame Béraud de nouveau, de manière plus informelle cette fois, en se présentant à sa porte un matin sous prétexte de louer une chambre pour un ami de passage. « Tout est complet pour le moment », répondit-elle sans le faire entrer. « Revenez la semaine prochaine. »« Vous avez beaucoup de clients en ce moment ?»« Quelques-uns. Le commerce reprend avec le retour du beau temps. » Mais il faisait gris et froid, et aucun navire n'était attendu au port dans les prochains jours. Elle mentait. Ce soir-là, Deschamps décida de surveiller la pension. Il s'installa dans l'ombre d'un porche en face, enveloppé dans son manteau, un thermos de café brûlant entre les mains. Les heures s'écoulèrent lentement, des ivrognes passèrent en titubant. Une charrette chargée de poissons traversa la rue dans un bruit de ferraille. Mais rien d'inhabituel ne se produisit à la pension Béraud. Jusqu'à minuit passé, la porte de la pension s'ouvrit doucement. Madame Béraud sortit, vêtue d'une cape noire à capuche, portant un grand panier d'osier. Elle jeta un regard à gauche et à droite, puis s'éloigna rapidement vers le port. Deschamps la suivit à distance, son cœur battant dans sa poitrine. Elle marchait vite, avec une détermination qui contrastait avec sa démarche habituellement mesurée. Elle traversa le quai désert, passa devant les entrepôts endormis et s'engagea sur un ponton isolé où était amarré un petit bateau de pêche. Elle monta à bord, posa son panier et commença à dénouer les amarres. Deschamps se rapprocha, mais elle l'entendit. Elle se retourna brusquement, le fixant dans l'obscurité. Pendant un instant, ils se dévisagèrent en silence, séparés par quelques mètres d'eau noire et huileuse. « Vous me suivez, inspecteur ?» Sa voix était calme, presque amusée. « Que transportez-vous dans ce panier ?»« Du linge. Je le lave dans l'eau de mer. C'est une vieille habitude de mon mari. À 7 heures, je ne dors pas bien. » Elle souleva le couvercle du panier. À la lumière des lampes du port, Deschamps aperçut effectivement du linge blanc. Mais il y avait aussi autre chose, une forme sombre au fond, impossible à distinguer clairement. « Montrez-moi, » exigea-t-il. « Vous n'avez aucun mandat, inspecteur, et je n'ai commis aucun crime. » Elle referma le panier, finit de dénouer les amarres et poussa le bateau loin du quai avec une perche. « Bonne nuit. » Deschamps resta planté là, impuissant, tandis qu'elle ramait vers le large, disparaissant dans la brume. Il attendit 1 heure, puis 2, mais elle ne revint pas. Finalement, gelé jusqu'aux os, il rentra chez lui, rongé par la frustration. Le lendemain, il retourna au port dès l'aube. Le bateau était amarré à sa place habituelle, vide. Aucune trace de Madame Béraud. Il interrogea les pêcheurs qui préparaient à leur filet, mais personne n'avait rien vu. La veuve Béraud? Oui, elle vient parfois tôt le matin acheter du poisson frais. Mais cette nuit? Non, on n'a rien remarqué. Deschamps se rendit à la pension. La porte était fermée, les volets clos. Il frappa, attendit. Personne ne répondit. Il frappa plus fort, appelant. Toujours rien. Finalement, le cordier d'à côté sortit de son atelier, irrité. Arrêtez ce vacarme. Madame Béraud est partie pour quelques jours chez sa sœur, à Aix. Elle part tous les mois, le dernier jeudi. Le dernier jeudi, bien sûr. Vous en êtes sûr? Certain. C'est moi qui garde sa maison quand elle s'absente. Je nourris son chat. Un chat. Deschamps n'avait jamais vu de chat à la pension. Vous avez les clés? Évidemment. Pourquoi? J'aurais besoin d'entrer. C'est une enquête officielle. Le cordier hésita, puis haussa les épaules. Très bien. Mais je vous accompagne. Je ne veux pas d'ennui. Ils entrèrent ensemble. La pension était silencieuse, figée dans une propreté presque surnaturelle. Pas un grain de poussière, pas un objet déplacé, et toujours ce parfum de violette, si fort qu'il donnait mal à la tête. « Le chat ?» demanda Deschamps. « Il doit être dans la cave. »
C'est là qu'elle garde sa gamelle. La cave, encore la cave. Montrez-moi. Ils descendirent, la même lampe à pétrole à la main. Tout était exactement comme la dernière fois. Les étagères, les bocaux, les vieux journaux. Et le puits, au centre, sa dalle de pierre intacte. Mais quelque chose avait changé. L'odeur de violette était maintenant mêlée à autre chose. Une odeur âcre, organique, qui rappelait vaguement la viande faisandée. « Vous sentez ça ?» demanda Deschamps. Le cordier fronça le nez. Probablement un rat crevé quelque part. Ça arrive dans les vieilles maisons. Deschamps n'était pas convaincu. Il inspecta chaque recoin de la cave, déplaçant les sacs, regardant derrière les étagères. Il ne trouva rien. Mais quand il revint vers le puits, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Une trace de mortier frais sur le bord de la dalle, comme si elle avait été récemment ouverte puis rescellée. « Il faut ouvrir ce puits, dit-il soudainement. « Quoi, vous êtes fou? C'est scellé depuis des années. »« Justement, je veux voir pourquoi. Il vous faut une autorisation du commissaire, des ouvriers, tout un bazar. Vous ne pouvez pas juste... » Mais Deschamps ne l'écoutait plus. Il avait trouvé un pied de biche parmi les outils de jardinage et s'était déjà mis au travail, forçant le mortier qui cédait plus facilement qu'il n'aurait dû, preuve supplémentaire qu'il avait été refait récemment. Le cordier protesta, menaça d'aller chercher la police, mais la curiosité le retint finalement. Ils travaillèrent ensemble, soulevant lentement la lourde dalle de pierre. Elle bougea dans un grondement sourd, libérant une bouffée d'air putride qui les fit reculer en toussant. L'odeur était abominable, un mélange de pourriture, d'excréments et de ce parfum de violette maintenant nauséeux dans son excès. Deschamps approcha la lampe du bord et regarda dans le puits. Ce qu'il vit lui fit lâcher la lampe, qui se brisa au sol, plongeant la cave dans l'obscurité. Le cordier hurla et remonta précipitamment l'escalier. Deschamps resta figé, les jambes tremblantes, l'image gravée à jamais dans sa rétine. Dans le puits, à 3 mètres de profondeur, dans une eau noire et stagnante, flottaient des corps, plusieurs corps, gonflés, décomposés, méconnaissables. Certains étaient nus, d'autres portaient encore des lambeaux de vêtements. Leurs visages n'étaient plus que des masques de chair verdâtre, et tout autour d'eux flottèrent des pétales de violettes séchées, des centaines, des milliers, recouvrant la surface de l'eau comme un linceul parfumé. Le scandale éclata comme une bombe dans le quartier. En quelques heures, la nouvelle se répandit dans tout Marseille. La veuve Béraud était une meurtrière, sa pension une tombe, son puits un charnier. Les autorités débarquèrent en force. On vida le puits corps par corps, chacun remonté dans un sac de toile devant une foule grandissante qui se pressait dans la rue. Les gens se signaient, les femmes pleuraient, les hommes juraient vengeance. On compta finalement 11 corps, pas 17 comme Deschamps l'avait supposé, mais 11 hommes qui avaient été noyés, assassinés, puis jetés dans ce puits où ils avaient l'eau pourrie pendant des mois, parfois des années. Le médecin légiste qui examina les cadavres confirma qu'ils avaient tous été empoisonnés avant la noyade. Un poison végétal, probablement de la belladone, mélangé à du laudanum pour endormir les victimes. Une fois inconscients, ils avaient été traînés dans la cave et jetés vivants dans le puits. Certains portaient encore les traces de leurs ongles brisés sur la pierre, preuve qu'ils s'étaient débattus dans l'eau avant de couler. Les violettes, expliqua le médecin, n'étaient pas simplement décoratives. Leur parfum puissant masquait l'odeur de décomposition. Madame Béraud les faisait sécher en grande quantité, les réduisait en poudre et les dispersait partout dans la maison. C'était un stratagème simple mais efficace. Mais où était-elle? Une battue fut organisée. On fouilla toute la ville, les ports, les gares. On interrogea sa prétendue sœur à Aix qui n'existait pas. On envoya des télégrammes à toutes les villes de la région. Madame Élise Béraud s'était évaporée aussi complètement que ses victimes. Deschamps ne dormait plus. Il passait ses nuits à étudier chaque détail de la pension, chaque objet laissé par la meurtrière. Dans l'armoire de sa chambre personnelle, il trouva des vêtements d'hommes soigneusement pliés, les affaires des victimes, conservées comme des trophées. Il trouva aussi un journal intime, un carnet noir à la couverture usée, rempli d'une écriture fine et régulière. Il commença à le lire, et ce qu'il découvrit glaça son sang plus sûrement que la vue des cadavres. Le journal commençait 3 ans plus tôt, peu après la mort supposée de M. Béraud. Mais dès les premières pages, il devenait clair que cette mort n'avait rien d'un accident. 18 mars 1904. Il est parti ce matin pour sa dernière sortie en mer.
Il ne sait pas que j'ai mélangé du verre pilé dans son tabac. Les poumons en premier, puis le reste. La mer le prendra et je serai libre. La suite du journal documentait méticuleusement chaque meurtre. Élise Béraud ne tuait pas par nécessité ou par folie passagère. Elle tuait par plaisir, avec une froideur clinique qui était presque pire que la violence des actes eux-mêmes. 2 juin 1904. Le Breton est mort cette nuit. Il a bu 3 tasses de café avant de comprendre, mais c'était trop tard. Ses yeux sont devenus vitreux, sa respiration ralentie. Je l'ai regardé mourir assis à ma table. Il essayait de parler, mais seule de la bave coulait de sa bouche. Quand il s'est effondré, je l'ai traîné jusqu'à la cave. Moins lourd que je ne le pensais. Le puits l'a accueilli sans bruit, juste un plouf doux. J'ai ajouté des violettes. Elles flottent si joliment. 14 septembre 1904. Le jeune Italien. Beau garçon avec des yeux noirs qui me suppliaient, mais je ne ressens rien. C'est étrange comme ils deviennent légers quand la vie les quitte, comme si l'âme avait un poids qu'on peut mesurer. J'ai gardé son mouchoir. Il sentait le citron. 23 janvier 1905. 3 dans le puits maintenant. L'odeur commence à monter malgré les violettes. Je dois en planter davantage, en sécher plus. Le parfum doit être plus fort, toujours plus fort. C'est devenu un rituel. Préparer le poison, servir le café, regarder la mort s'installer dans leurs yeux. C'est le seul moment où je me sens vivante. Page après page, Deschamps lisait l'inventaire méthodique de l'horreur. Élise Béraud ne cherchait pas à justifier ses actes. Elle les décrivait avec la précision d'un scientifique notant les résultats d'une expérience. Pas de remords, pas d'émotion, juste des faits. Mais vers la fin du journal, le ton changeait. Les entrées devenaient plus espacées, plus confuses. L'écriture perdait sa régularité. 3 août 1907. Ils me regardent. La nuit, quand je descends chercher du vin, je les entends murmurer dans le puits. Leurs voix montent comme des bulles dans l'eau. Ils m'appellent. Ils veulent que je les rejoigne. 17 septembre 1907. Je ne dors plus. Leurs visages apparaissent dans les miroirs, sur les murs, dans les reflets des vitres. Toujours les mêmes yeux vitreux, les mêmes bouches ouvertes, sur des cris silencieux. Le Breton est le plus insistant. Il se tient au pied de mon lit. Je sens son odeur, la mer et la pourriture. 28 octobre 1907. Je dois partir, ils sortent du puits maintenant. Je les vois grimper l'escalier la nuit, leur corps ruisselant, laissant des traces d'eau noire sur les marches. Ils veulent justice, mais je ne peux pas leur donner ce qu'ils réclament. Je suis vivante. Ils sont morts, c'est ainsi. La dernière entrée était datée du 5 novembre 1907, 2 jours avant que Deschamps ne découvre les corps. Ils ont gagné, je ne peux plus rester ici. Cette nuit, je pars. Je prendrai le bateau de pêche et je ramerai vers le large. Peut-être que la mer me pardonnera. Elle a pris tant d'hommes, un de plus ou de moins ne fera pas de différence. Les violettes ne suffisent plus. L'odeur de la mort imprègne tout. Je l'ai dans la bouche, dans les cheveux, sous les ongles. Je la porte comme une seconde peau. Il est temps de la rendre à la mer. Deschamps referma le journal, les mains tremblantes. Elle avait prévu de se suicider. Mais l'avait-elle fait? Ou était-ce encore une ruse? Il retourna au port interroger de nouveau les pêcheurs. Cette fois, il insista, menaçant ceux qui refusèrent de parler. Finalement, un vieux corse aux mains comme du cuir admit avoir vu quelque chose. « Oui, je l'ai vue cette nuit-là. Elle ramait vers le large dans la brume. Je lui ai crié de revenir, que c'était dangereux, mais elle n'a pas répondu. Elle continuait à ramer, droit devant, comme si elle suivait un chemin que moi seul pouvais voir. Et puis la brume l'a avalée. Je n'ai plus rien vu. Vous n'avez pas signalé sa disparition. Le corse cracha dans l'eau. Pourquoi l'aurais-je fait? Les gens se jettent à la mer toutes les semaines dans ce port maudit, un de plus, un de moins. Et puis, qui se soucie d'une veuve bizarre qui parle aux fantômes? Elle parlait aux fantômes? C'est ce qu'elle faisait cette nuit-là. Je l'ai entendue. Elle parlait à quelqu'un dans le bateau, mais elle était seule. Elle disait « Je viens, attendez-moi, je viens ». Encore et encore, comme une litanie. Deschamps frissonna malgré la chaleur du soleil méditerranéen. Il fit draguer le port, mais on ne retrouva ni le bateau ni le corps d'Élise Béraud. Elle avait disparu dans la mer, emportée par les courants ou coulée dans les profondeurs. Ou peut-être était-elle encore vivante quelque part, sous un nouveau nom, dans une nouvelle ville, tenant une nouvelle pension où d'autres hommes viendraient mourir. Cette pensée obsédait Deschamps. Il fit circuler le signalement d'Élise Béraud dans toute la France. Femme de 32 ans, cheveux châtains, yeux bleus glacés,
fine cicatrice sur la main gauche, démarche mesurée, voix douce et monotone. Mais les semaines passèrent sans nouvelles. La mère avait gardé son secret. La pension Béraud fut scellée par la police. Personne ne voulait y habiter. Les gens disaient qu'elle était maudite, que les fantômes des marins assassinés hantaient ses couloirs. La nuit, des voisins affirmaient entendre des bruits étranges, des pas dans l'escalier vide, des murmures derrière les murs, et toujours, ce parfum entêtant de violettes qui s'échappait par les fissures des volets clos. Les familles des victimes vinrent identifier les corps. Ce fut une procession de douleur qui dura des jours. Des mères qui reconnaissaient leur fils à un grain de beauté, à une dent ébréchée, des sœurs qui s'effondraient devant les restes de leurs frères, des fiancées qui pleuraient des hommes qu'elles avaient attendus en vain. Marie, la sœur d'Antoine Mercier, le Breton qui avait été la première victime, resta longtemps devant le cercueil ouvert. Son frère n'était plus qu'une chose verdâtre, gonflée, méconnaissable. Mais elle avait reconnu la médaille de Saint-Christophe, qu'il portait toujours autour du cou, celle que leur mère lui avait donnée avant son premier embarquement. « Elle nous l'a volée », murmura-t-elle, les yeux secs de tant de larmes versées. « Elle nous a volé nos hommes, nos vies, notre paix. J'espère qu'elle brûle en enfer pour l'éternité. » Deschamps, présent à toutes ces identifications par devoir professionnel, sentait le poids de la culpabilité l'écraser. Il aurait dû agir plus tôt. Il aurait dû insister quand les premiers soupçons étaient apparus. Combien d'hommes aurait-il pu sauver s'il avait ouvert ce puits 6 mois plus tôt? 1 an plus tôt? Il se mit à boire. Pas beaucoup, juste assez pour endormir les cauchemars qui le réveillaient chaque nuit. Dans ses rêves, il descendait l'escalier de la cave encore, et à chaque fois, quand il ouvrait le puits, c'était son propre visage décomposé qui le regardait depuis les profondeurs. 2 mois après la découverte, en janvier 1908, un événement étrange se produisit. Un homme se présenta au commissariat, demandant à parler à l'inspecteur Deschamps. Il s'appelait Paul Girard, était pharmacien à Toulon, et affirmait avoir des informations sur Élise Béraud. Deschamps le reçut dans son bureau, une pièce austère qui sentait le tabac froid et l'encre. Girard était un homme d'une 40aine d'années, au visage marqué par ce qui ressemblait à une maladie chronique. Ses mains tremblaient légèrement quand il posa son chapeau sur le bureau. « Je ne sais pas si ce que j'ai à dire a de l'importance », commença-t-il d'une voix hésitante. « Mais depuis que j'ai lu l'affaire dans les journaux, je ne peux plus dormir. Il faut que je parle. Je vous écoute. » Girard prit une profonde inspiration. « Il y a 10 ans, j'étais assistant dans une pharmacie de Lyon. Une jeune femme venait régulièrement acheter des substances inhabituelles. De la belladone, du laudanum, de l'arsenic qu'elle prétendait utiliser pour tuer les rats. Des quantités importantes. Mon patron trouvait cela suspect, mais elle payait bien et elle avait toujours une histoire plausible. Son nom? Élise Mercier à l'époque, avant son mariage. Deschamps se redressa. Mercier? Comme Antoine Mercier. Oui. C'était son cousin. Je l'ai appris plus tard. Elle venait de leur village en Bretagne, un endroit perdu au bout du monde. Elle était venue à Lyon pour travailler comme gouvernante chez un médecin. Et ensuite, le médecin est mort. Empoisonnement accidentel, ont conclu les autorités. Il aurait confondu ses médicaments. Mais moi, j'avais mes doutes. Élise a hérité d'une petite somme et elle est partie. Des années plus tard, j'ai appris qu'elle s'était mariée à Marseille avec un marin. Quand j'ai vu son portrait dans le journal, j'ai immédiatement reconnu ses yeux bleus sans fond, sans chaleur. On ne peut pas oublier de tels yeux. Deschamps nota tout méticuleusement. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt? Quand le médecin est mort? Girard baissa la tête. J'étais jeune, j'avais peur, et je n'avais aucune preuve. Juste une intuition. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, je me dis que j'aurais pu empêcher tout ça. Si j'avais parlé il y a 10 ans, peut-être que ce médecin aurait été le dernier. Vous ne pouviez pas savoir, peut-être. Mais cela ne m'aide pas à dormir. Après le départ de Girard, Deschamps télégraphia à la police de Lyon. La réponse arriva 3 jours plus tard. Effectivement, un certain docteur Armand Villiers était mort en 1897 d'un empoisonnement accidentel. Sa gouvernante, Élise Mercier, avait témoigné qu'il se trompait souvent dans ses doses depuis qu'il avait commencé à perdre la vue. L'affaire avait été classée sans suite. Villiers n'avait pas de famille et Élise avait hérité de ses économies, une somme modeste mais suffisante pour s'établir. Deschamps demanda qu'on exhume le corps. Les restes furent analysés par un toxicologue parisien. Le verdict fut sans appel. Traces massives d'arsenic dans les os.
Le docteur Villiers avait été empoisonné lentement, sur plusieurs mois, avec des doses calculées pour simuler une maladie naturelle. Élise Béraud, née Mercier, n'avait pas commencé à tuer à Marseille. Elle le faisait depuis au moins 10 ans. Peut-être plus. Peut-être que d'autres corps attendaient d'être découverts, enterrés dans d'autres caves, coulés dans d'autres puits. Deschamps retourna en Bretagne, dans le petit village côtier où Élise était née. C'était un endroit désolé, battu par les vents, où les maisons de granit semblaient pousser directement de la roche. Les habitants étaient méfiants, peu enclins à parler d'une des leurs, même criminelle. Mais le curé local, un vieil homme aux yeux chassieux, accepta de parler après que Deschamps eut longuement insisté. Ils s'assirent dans le presbytère glacial, devant une cheminée qui fumait plus qu'elle ne chauffait. « La petite Élise », dit le curé en secouant la tête. « Je me souviens d'elle, une enfant étrange, silencieuse, toujours à observer les autres sans jamais participer. Son père était pêcheur, sa mère est morte en couche quand Élise avait 7 ans. Le père ne s'en est jamais remis. Comment était-elle? Froide, même enfant, les autres gosses ne jouaient pas avec elle. Ils disaient dès qu'elle leur faisait peur. Elle avait cette façon de vous regarder comme si elle voyait à travers vous, comme si vous n'étiez pas vraiment là. » Il frissonna. Un jour, le chat du voisin a été retrouvé mort dans la cour de l'école, noyé dans un seau d'eau. Les enfants ont accusé Élise, mais on n'a jamais pu le prouver. Et son père? Le curé hésita. Il est mort quand elle avait 15 ans, noyé lors d'une sortie de pêche, mais le temps était calme ce jour-là. Pas de tempête, pas de raison pour qu'un pêcheur expérimenté tombe à l'eau. On a dit qu'il avait trop bu, qu'il avait glissé. Mais moi, j'ai toujours eu des doutes. Elle était avec lui. Oui, elle était la seule à bord. Elle est revenue seule avec le bateau, toute calme, et elle a annoncé que son père était tombé à l'eau et qu'elle n'avait pas pu le sauver. Elle avait 15 ans et elle pilotait ce bateau comme si elle l'avait fait toute sa vie. Deschamps sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. 15 ans. Elle tuait déjà à 15 ans, peut-être même avant. Qu'est-il arrivé après? Elle est partie. Elle a vendu le bateau et la maison et elle est montée à Paris puis Lyon. On ne l'a plus jamais revue, jusqu'à ce que je lise son nom dans les journaux. Le curé se signa. Que Dieu ait pitié de son âme, car je ne crois pas que les hommes puissent la comprendre. Deschamps passa 3 jours dans le village, interrogeant les plus vieux habitants. Il reconstitua peu à peu l'enfance d'Élise Mercier, une petite fille silencieuse qui regardait la mer pendant des heures, qui ne pleurait jamais, qui ne riait jamais, une enfant qui collectionnait les coquillages et les insectes morts qu'elle alignait dans sa chambre avec une précision obsessionnelle. Une adolescente qui avait appris seule à lire dans les livres de médecine de l'ancien docteur du village, morte des années auparavant, mort dans son sommeil, avait-on dit, d'une crise cardiaque. Mais le docteur habitait la maison voisine de celle des Mercier, et Élise avait 11 ans quand il était mort. Combien? Se demanda Deschamps. Combien de morts pouvait-on lui attribuer? 15? 20? Plus? Il rentra à Marseille le cœur lourd, portant avec lui un dossier qui documentait non pas une folie soudaine, mais une vie entière consacrée au meurtre méthodique, patient, invisible. Le procès d'Élise Béraud n'eut jamais lieu puisqu'on ne retrouva jamais son corps. Mais l'affaire continua à occuper les journaux pendant des mois. Des reporters vinrent de Paris, de Londres, même d'Amérique pour écrire sur la veuve empoisonneuse de Marseille, l'ange noir du vieux port, la tueuse aux violettes. Les récits devinrent de plus en plus sensationnels, déformant la réalité jusqu'à la caricature. On disait qu'Élise Béraud était une vampire qui buvait le sang de ses victimes, qu'elle pratiquait la magie noire, qu'elle avait vendu son âme au diable. Des charlatans prétendaient l'avoir connue, avoir survécu à ses poisons par miracle. Des médiums organisaient des séances pour contacter son esprit. Deschamps refusait toutes les interviews. Il ne voulait pas que cette affaire devienne un spectacle. Il avait vu les corps, lu le journal intime, parlé aux familles. Il connaissait la vérité. Élise Béraud n'était ni un monstre folklorique, ni une créature surnaturelle. C'était simplement une femme dépourvue d'empathie, incapable de ressentir ce qui fait de nous des êtres humains, une femme pour qui les autres n'étaient que des objets, des insectes qu'on pouvait écraser sans remords. La psychiatrie naissante commençait à identifier ce type de personnalité. On parlait de folie morale, de dégénérescence, d'absence de sens moral, mais ces termes ne capturaient pas vraiment l'horreur de ce qu'elle avait fait. Ils ne rendirent pas justice aux hommes qui avaient bu leur dernier café dans sa cuisine, qui avaient senti le poison engourdir leurs membres, qui avaient compris trop tard qu'ils allèrent mourir.
En mars 1908, 4 mois après la découverte des corps, un pêcheur de cassis remonta dans ses filets un morceau d'étoffe noire. C'était une partie de cape de femme, déchirée, rongée par l'eau salée. Dans une poche cousue à l'intérieur, on trouva une petite fiole vide qui avait contenu du laudanum et un sachet de pétales de violette séchés. La police conclut qu'il s'agissait probablement des restes des vêtements d'Élise Béraud. Son corps avait dû être dévoré par les poissons et dispersé par les courants. L'affaire fut officiellement close. Élise Béraud était morte et ses victimes pouvaient enfin reposer en paix. Mais Deschamps n'était pas convaincu. Quelque chose dans cette mort trop pratique le dérangeait. Élise Béraud avait passé sa vie à planifier méticuleusement ses crimes, à effacer ses traces, à survivre. Aurait-elle vraiment choisi de mourir de cette façon, en se laissant simplement couler dans la mer? Il continua à surveiller les rapports de police de toute la région. Il envoya des circulaires à tous les commissariats de France, demandant qu'on le prévienne si une femme correspondant au signalement d'Élise Béraud apparaissait quelque part, surtout si elle tenait une pension ou travaillait dans l'hôtellerie. Les mois passèrent. 1908 devint 1909. Puis 1910. Rien. Deschamps vieillit rapidement. Ses cheveux blanchirent. Son visage se creusa. Il dormait mal, mangeait peu, vivait pour son travail. Ses collègues disaient qu'il était devenu obsédé, qu'il devrait laisser tomber cette affaire et passer à autre chose, mais il ne pouvait pas. Il voyait les yeux bleus glacés d'Élise Béraud dans ses rêves, entendait sa voix douce et monotone lui dire « Vous ne me trouverez jamais, inspecteur ». En juillet 1910, il reçut un télégramme de Nice. Une femme correspondant au signalement avait été aperçue dans un petit hôtel près de la gare. Elle se faisait appeler Madame Leblanc, prétendait être une veuve de Lyon venue chercher du travail sur la Côte d'Azur. Deschamps prit le premier train. Il arriva à Nice en fin d'après-midi, sous un soleil écrasant qui faisait vibrer l'air au-dessus de la route. L'hôtel était un établissement modeste mais propre, tenu par un couple âgé qui ne se souvenait pas bien de leur cliente. « Elle est restée 3 jours », expliqua la patronne. Très discrète. Elle sortait peu, parlait à peine. Elle sentait la violette, je me rappelle. Un parfum fort, presque trop fort. Le cœur de Deschamps s'accéléra. « Elle est encore ici ?»« Non, elle est partie ce matin. Elle a dit qu'elle avait trouvé une place dans une maison bourgeoise à Cannes. Quelle maison? Elle ne l'a pas précisé. Deschamps se rendit à Cannes immédiatement. Il passa 2 jours à faire le tour des grandes villas, interrogeant les domestiques, montrant le portrait qu'un dessinateur avait fait d'Élise Béraud d'après les descriptions des témoins. Personne ne l'avait vue. C'était une fausse piste. Ou peut-être avait-elle compris qu'on la recherchait et avait-elle disparu à nouveau. Il retourna à Marseille, épuisé, découragé. Peut-être que ses collègues avaient raison. Peut-être qu'il était temps d'abandonner. Élise Béraud était morte, son corps dispersé par la mer. Il fallait accepter cette vérité et continuer à vivre. Mais il ne pouvait pas. Quelque chose en lui refusait de croire qu'elle était morte. Elle était trop intelligente, trop prudente. Elle avait survécu à tant d'enquêtes, échappé à tant de soupçons. Pourquoi aurait-elle échoué maintenant? En septembre 1910, presque 3 ans après la découverte des corps, Deschamps reçut une lettre. Elle portait un timbre de Toulon et était adressée directement à lui. Écrite d'une main fine et régulière, qu'il reconnut immédiatement, la même écriture que dans le journal intime. Ses mains tremblèrent quand il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier et quelques mots. « Vous avez failli, inspecteur. Mais vous ne m'avez pas trouvé. Vous ne me trouverez jamais. Je suis la mère qui prend et qui garde. Je suis les violettes qui masquent la mort. Je suis l'ombre dans chaque pension, la veuve dans chaque port. Cherchez-moi si vous voulez. Je serai toujours un pas devant vous, Hébé. » Deschamps lut et relut la lettre, son cœur battant si fort qu'il entendait le sang rugir dans ses oreilles. Elle était vivante, vivante et libre. Et elle se moquait de lui. Il montra la lettre à ses supérieurs, exigea qu'on rouvre l'enquête, qu'on envoie des hommes à Toulon. Mais le commissaire secoua la tête avec lassitude. Deschamps, cela fait 3 ans. Cette lettre pourrait être un canular. N'importe qui ayant lu les journaux pourrait imiter son écriture. Vous devez laisser tomber, pour votre propre santé mentale. Mais c'est elle, je reconnais son écriture. Vous reconnaissez ce que vous voulez reconnaître. Élise Béraud est morte, ses victimes ont été enterrées. Justice a été rendue aux familles. L'affaire est close. Deschamps sortit du bureau en claquant la porte. Cette nuit-là, il fit sa valise, prit ses économies,
et partit pour Toulon sans autorisation. Si la police ne voulait pas agir, il agirait seul. Il passa 6 mois à Toulon, puis à Hyères, puis à Saint-Tropez. Il visita chaque pension, chaque petit hôtel, montrant le portrait, posant les mêmes questions encore et encore. Certains riaient de lui, le prenant pour un fou, d'autres avaient pitié. Personne ne l'avait vu. Il épuisa ses économies. Son habillement devint négligé, sa barbe poussa en désordre. Il ne mangeait presque plus, ne dormait que par courts moments agités. Il était devenu l'ombre de lui-même, un homme obsédé poursuivant un fantôme. En mars 1911, il s'effondra dans une rue de Hyères. On le transporta à l'hôpital où on diagnostiqua une malnutrition sévère et une fatigue nerveuse. Le commissaire de Marseille, informé, ordonna son rapatriement. Deschamps fut mis en retraite anticipée pour raisons médicales. Il rentra dans son petit appartement de Marseille, un logement sombre qui donnait sur une cour intérieure où ne poussaient que des mauvaises herbes. Il passa ses journées assis à sa fenêtre, regardant la vie continuer sans lui. Parfois, il sortait marcher jusqu'au Vieux-Port, se plantait devant la pension Béraud toujours scellée et fixait ses fenêtres vides pendant des heures. Les gens du quartier l'évitaient. Ils disaient qu'il avait perdu la raison, que l'affaire Béraud l'avait détruit. Les enfants se moquaient de lui, l'appelaient le chasseur de fantômes. Peut-être avait-il raison. Peut-être qu'Élise Béraud était vraiment morte et qu'il poursuivait effectivement un fantôme. Mais parfois, la nuit, quand le vent soufflait de la mer, il croyait sentir un parfum de violette s'infiltrer par sa fenêtre. Et il savait au plus profond de son être, qu'elle était toujours là, quelque part, vivante, souriant de son sourire froid et sans joie. 10 ans passèrent. La Grande Guerre ravagea l'Europe, tuant des millions d'hommes, rendant dérisoire le comptage des 11 victimes d'une veuve empoisonneuse. Le monde changea, Marseille changea. Seul Deschamps resta figé dans le temps, prisonnier de son obsession. En 1921, il avait 58 ans, mais en paraissait 70. Il vivait de sa maigre pension, ne voyait personne, ne parlait à personne. Sa seule activité était de tenir à jour ses archives sur l'affaire Béraud, classant méticuleusement chaque coupure de journal, chaque rapport, chaque lettre, car il y avait eu d'autres lettres au fil des années. Toujours brèves, toujours moqueuses, toujours envoyées de villes différentes. Lyon, Bordeaux, Le Havre, Lille, comme si elle faisait le tour de la France, insaisissable, éternelle. Vous vieillissez, inspecteur. Moi, je reste la même. Bordeaux, 1913. La guerre a été une bénédiction. Tant de morts qu'on ne remarque plus les miens. Le Havre, 1916. Bientôt vous mourrez, et votre obsession mourra avec vous. Mais moi, je continuerai. Lille, 1919. Deschamps montrait ses lettres à qui voulait les voir, mais plus personne ne le prenait au sérieux. On le considérait comme un vieux fou qui fabriquait lui-même ses missives pour justifier sa vie gâchée. Un jour de novembre 1921, exactement 14 ans après la découverte des corps, Deschamps reçut une dernière lettre. Le timbre venait de Marseille même. « Venez me voir ce soir, je vous attends. Vous savez où ?» Hébé, son cœur, fatigué après tant d'années d'angoisse, rata un battement. Elle était revenue. Après tout ce temps, elle était revenue à Marseille. Il attendit la tombée de la nuit. Puis, enfilant son vieux manteau et prenant une lampe à pétrole, il se rendit à la pension Béraud. Les scellés avaient été retirés depuis longtemps, mais personne n'avait voulu racheter la maison maudite. Elle restait vide, abandonnée, ses volets battant dans le vent, sa façade s'effritant lentement. La porte n'était pas fermée. Deschamps entra, sa lampe projetant des ombres tremblantes sur les murs. L'intérieur était dans un état de délabrement avancé. Le papier peint pendait en lambeaux. Le plancher était couvert de débris, et partout régnait une odeur de moisi et d'abandon. Mais sous tout cela, faible mais indéniable, flottait encore le parfum de violette. « Madame Béraud !» appela-t-il, sa voix éraillée résonnant dans le silence. Aucune réponse. Il avança lentement, montant l'escalier marche par marche, chacune craquant sous son poids. Il visita les chambres une par une. Toutes vides, désertes, hantées seulement par la poussière et les toiles d'araignée. Finalement, il se retrouva devant la porte de la cave. Elle était entr'ouverte. Il descendit, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. La cave était exactement comme il s'en souvenait, figée dans le temps. Les étagères étaient toujours là, les bocaux maintenant brisés, leur contenu pourri,
depuis longtemps. Les vieux journaux formaient des tas humides dans les coins, et au centre, le puits. La dalle avait été remise en place après l'enquête, mais elle était maintenant légèrement de travers, comme si quelqu'un l'avait bougée récemment. Deschamps s'approcha, sa lampe tremblant dans sa main. Il posa la lumière au sol et, rassemblant ses dernières forces, poussa la dalle. Elle glissa plus facilement qu'elle n'aurait dû, révélant l'ouverture noire du puits. Il se pencha, regardant dans les profondeurs. L'eau était toujours là, stagnante, noire, reflétant la lumière de sa lampe comme un miroir sombre. Et dans ce reflet, il vit un visage. Ce n'était pas son propre visage, c'était celui d'une femme aux yeux bleus glacés, aux cheveux tirés en chignon, au visage sans expression. Elle le regardait depuis les profondeurs de l'eau et elle souriait. « Madame Béraud », murmura-t-il. Le reflet ne bougea pas, mais il entendit sa voix, cette voix douce et monotone qu'il n'avait jamais oubliée, monter des profondeurs comme une bulle d'air pourri. « Vous avez mis du temps à venir, inspecteur. Je vous attendais. »« Vous êtes morte, » dit-il, sa voix tremblant. « Vous vous êtes noyée en 1907. » Morte, le rire qui suivit était comme le clapotis de l'eau contre la pierre. « Oui, je suppose que je suis morte. Mais est-ce que cela change quelque chose? Je suis toujours ici. J'ai toujours été ici. Je serai toujours ici. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Vous m'avez cherché pendant 14 ans, vous m'avez poursuivi d'une ville à l'autre. Mais vous regardiez au mauvais endroit, inspecteur. Je n'ai jamais quitté ce puits. Je suis descendu avec mes victimes et je suis resté avec elles. Nous sommes tous encore là dans l'eau noire, attendant. » Deschamps secoua la tête, refusant de croire. C'était impossible. C'était de la folie. Il avait perdu la raison, voilà tout. Il parlait à son propre reflet, à ses propres démons. « Les lettres, dit-il faiblement, les lettres que j'ai reçues, vous les avez écrites vous-même, inspecteur. Vous le savez, n'est-ce pas? Au fond de vous, vous l'avez toujours su. Vous aviez besoin de me garder vivante, parce que sinon, qu'auriez-vous fait de votre vie? À quoi auriez-vous servi? » Non. Non, ce n'était pas vrai. Il ne pouvait pas avoir écrit ces lettres. Il se serait souvenu. Mais un doute s'infiltra dans son esprit. Ces nuits où il se réveillait devant son bureau, une plume à la main sans se rappeler s'être assis là. Ces lettres dont l'écriture ressemblait tellement à la sienne quand il essayait de l'imiter. Ces timbres qu'il avait parfois retrouvés dans ses poches sans savoir d'où ils venaient. « Non », répéta-t-il, mais sa voix était faible, sans conviction. « Venez, inspecteur. Descendez me rejoindre. L'eau est froide, mais elle apporte l'oubli. Vous pourrez enfin dormir. Vous pourrez enfin oublier. » Le reflet dans l'eau tendit une main pâle vers lui. Et quelque part, dans sa tête fatiguée, dans son cœur brisé, l'idée lui sembla douce. Oui, descendre dans l'eau noire, rejoindre les victimes, rejoindre Élise Béraud dans son royaume de violettes et de mort. Enfin se reposer. Il se pencha davantage au-dessus du puits, le vertige le prenant. Encore un peu, et il basculerait. Ce serait si facile, si simple. Mais au dernier moment, quelque chose le retint. Une pensée claire et nette au milieu du brouillard de sa folie, les victimes. Les 11 hommes qui étaient morts dans ce puits. Les familles qui avaient pleuré. Marie, la sœur d'Antoine Mercier, qui avait dit « Elle nous a volé nos hommes, nos vies, notre paix ». S'il lui descendait dans ce puits, s'il lui se noyait ici, alors Élise Béraud aurait vraiment gagné. Elle aurait pris sa 12e victime, sa dernière victime, l'homme qui l'avait démasqué. Ce serait sa victoire finale, son triomphe ultime. Non. Avec un effort qui lui sembla surhumain, Deschamps se recula du bord du puits. Il tomba sur les fesses, haletant, tremblant de tout son corps. Dans l'eau, le reflet d'Élise Béraud se déforma, son sourire se transformant en grimace de rage. « Non », dit-il plus fort, sa voix retrouvant sa force. « Non, je ne descendrai pas. Vous êtes morte, Madame Béraud. Morte et enterrée dans la mer ou dans ce puits. Peu importe. Vous n'êtes plus qu'un souvenir, qu'une ombre. Et moi, je suis encore vivant. » Le reflet ondula, se fragmenta. La voix qui montait des profondeurs devint un murmure, puis un souffle, puis rien. L'eau redevint simplement de l'eau, reflétant seulement la lumière tremblante de la lampe. Deschamps rampa jusqu'à l'escalier et remonta, chaque marche lui coûtant un effort immense. Il sortit de la pension, aspira l'air frais de la nuit comme un noyé qui refait surface. Ses jambes tremblaient tellement qu'il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Derrière lui, la pension Béraud se dressait dans l'obscurité, silencieuse et menaçante. Mais elle n'avait plus de pouvoir sur lui.
Il avait regardé dans l'abîme, et il avait choisi de ne pas y plonger. Il rentra chez lui d'un pas lent mais déterminé. Dans son appartement, il alluma toutes les lampes. Puis, méthodiquement, il sortit toutes ses archives sur l'affaire Béraud, les rapports, les coupures de journaux, les photographies des victimes, les lettres, tout, et il les brûla. Une par une, il jeta les pages dans le poêle de sa cuisine, regardant le papier se recroqueviller et noircir, les mots disparaître dans les flammes. 14 années d'obsession réduites en cendres. Quand ce fut terminé, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le lendemain matin, il se rasa soigneusement, enfila des vêtements propres et sortit dans les rues de Marseille. Le soleil brillait. Des enfants jouaient sur le port. La vie continuait, belle et banale et merveilleuse, dans sa normalité. Il se rendit au commissariat où il avait travaillé autrefois. Ses anciens collègues furent surpris de le voir, encore plus surpris de constater qu'il semblait avoir retrouvé sa lucidité. « Je voulais juste passer dire bonjour », dit-il simplement, « et vous dire que j'ai laissé tomber l'affaire Béraud. Vous aviez raison. Il est temps de continuer à vivre. » Ils l'accueillirent avec chaleur, heureux de retrouver l'homme qu'il avait été. On lui offrit du café, on parla de choses et d'autres, on rit même un peu. Pour la première fois depuis 14 ans, Deschamps se sentit humain. Les semaines passèrent. Il commença à reconstruire sa vie. Il renoua avec d'anciens amis qu'il avait négligés pendant son obsession. Il se remit à lire des livres qui n'avaient rien à voir avec le crime ou la mort. Il découvrit qu'il aimait la musique, qu'un verre de vin au soleil pouvait être un plaisir simple et suffisant. Parfois, en passant devant la pension Béraud, il sentait encore un frisson lui parcourir l'échine. Mais il ne s'arrêtait plus. Il continuait son chemin regardant droit devant lui. La pension finit par être démolie en 1923. On construisit à sa place un petit immeuble d'habitation sans caractère particulier. Les nouveaux locataires ne savaient rien de l'histoire du lieu. Peut-être était-ce mieux ainsi. Deschamps mourut en 1928, à l'âge de 65 ans, d'une crise cardiaque dans son sommeil. À ses funérailles, il y avait une vingtaine de personnes, des amis, des anciens collègues, quelques voisins. On se souvint de lui comme d'un bonhomme qui avait eu une période difficile, mais qui s'en était sorti. On ne parla pas de l'affaire Béraud, mais parmi les personnes présentes, il y avait une femme qu'on ne connaissait pas. Elle se tenait à l'écart, vêtue de noir, un voile masquant son visage. Elle ne signa pas le registre, elle ne parla à personne. Elle resta juste là, immobile, pendant toute la cérémonie. Quand le cercueil fut descendu en terre, elle s'approcha de la tombe. Elle y déposa un petit bouquet de violettes fraîches, leurs pétales mauves si vivants contre la terre brune. Puis elle s'éloigna, disparaissant dans la foule, avant que quiconque puisse lui demander qui elle était. Le fossoyeur, en recouvrant la tombe plus tard dans l'après-midi, remarqua les violettes. Il les trouva étranges. Ce n'était pas la saison de ces fleurs. D'où pouvaient-elles venir? Il haussa les épaules et continua son travail, pelletant la terre par-dessus. Les violettes furent ensevelies avec l'inspecteur Lucien Deschamps, leur parfum se mêlant à l'odeur de la terre humide. Et quelque part, dans une ville qu'on ne pourrait jamais identifier avec certitude, dans une pension ou un petit hôtel près d'un port, une femme aux cheveux châtains et aux yeux bleus glacés servait le café à un marin qui venait d'arriver. Elle souriait poliment, ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, et elle attendait. Elle avait toujours été douée pour l'attente. Le marin but son café en 3 gorgées, complimentant la patronne. C'était excellent, vraiment. Il se sentait déjà plus détendu, un peu somnolent même, comme si une douce fatigue l'enveloppait. « Vous avez l'air fatigué », dit la femme de sa voix douce et monotone. « Pourquoi ne pas monter vous reposer? Votre chambre est prête, la numéro 3, au 2e étage. »« Oui, » murmura le marin, ses paupières devenant lourdes. « Oui, c'est une bonne idée. Juste une petite sieste. » Il se leva, tituba légèrement, s'excusa avec un rire embarrassé. La femme le regarda gravir l'escalier d'un pas incertain, puis elle retourna à sa cuisine. Elle avait des violettes à faire sécher. Il fallait toujours avoir des violettes en réserve. Dans la cave, sous la maison, un vieux puits attendait. Son eau noire et stagnante n'avait pas été troublée depuis des années. Mais ce soir, elle le serait à nouveau. Elle l'était toujours, tôt ou tard. Les cycles recommençaient toujours. Les hommes arrivaient, confiants ou désespérés, cherchant un lit pour la nuit, et certains d'entre eux, pas tous, jamais tous, il fallait être prudent, ne repartaient jamais. Ils descendaient dans l'eau noire, rejoignaient les ombres qui y dansaient déjà, et le parfum de violette masquait tout, toujours. Personne ne remarquait.
Les marins disparaissaient tout le temps. C'était la nature de leur métier, n'est-ce pas? La mer prenait, la mer gardait. Et qui se souciait vraiment d'un homme sans famille, sans attache, qui s'évaporait dans la brume d'un port? La femme essuya ses mains sur son tablier et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait sur le port, teintant le ciel de rouge et d'or. C'était une belle soirée, paisible. Elle aimait ces moments de calme avant la nuit. Dans quelques heures, quand tout serait silencieux, elle descendrait à la cave. Elle ouvrirait le puits. Et la mer sous la terre accueillerait un nouvel hôte dans ses bras froids et éternels. Elle avait changé de nom tant de fois qu'elle ne se souvenait plus du premier. Mercier, Béraud, Leblanc, Rousseau, Dumont, qu'importait? Les noms n'étaient que des masques, des coquilles qu'on enfilait et qu'on abandonnait quand elles devenaient trop connues. Mais elle, à l'intérieur, restait toujours la même. La petite fille qui regardait la mer pendant des heures, qui ne pleurait jamais, qui collectionnait les insectes morts. L'adolescente qui avait poussé son père par-dessus bord et qui était revenue au port en pilotant le bateau avec un sourire. La femme qui avait découvert que tuer était plus facile qu'on ne le pensait et que le silence des morts était plus réconfortant que les paroles des vivants. Elle n'avait jamais cherché à comprendre pourquoi elle était ainsi. Les explications ne l'intéressaient pas. Elle existait simplement, comme existe le requin dans l'océan, comme existe le poison dans la fleur. C'était sa nature, et elle l'acceptait sans questionnement. Le marin, à l'étage, dormait maintenant profondément. Son souffle devenait de plus en plus lent, de plus en plus faible. Dans 1 heure, peut-être 2, son cœur s'arrêterait. Ensuite, ce serait facile. Elle le traînerait. Ils étaient toujours plus légers après la mort, comme si l'âme avait vraiment un poids. Elle l'emporterait dans la cave. Elle ajouterait des violettes. Et l'eau l'accueillerait dans son étreinte sans fin. Et demain, quand d'autres marins viendraient demander une chambre, elle sourirait poliment et leur offrirait du café. La vie continuerait comme elle avait toujours continué, dans un cycle éternel de marées qui montaient et qui descendaient, d'hommes qui arrivaient et qui ne repartaient jamais. La mer prenait, la mer gardait, et elle était la mer. Les violettes fleurissaient, les violettes mouraient, et leur parfum imprégnait tout, masquant la vérité que personne ne voulait voir, la vérité que personne ne pouvait affronter. Dans les profondeurs des puits oubliés, dans les caves des maisons silencieuses, dans les eaux noires et stagnantes où ne pénétrait jamais la lumière, les morts attendaient. Ils attendaient que quelqu'un vienne les trouver, les sortir de leur prison humide. Mais personne ne venait jamais. Ou s'il venait, c'était pour les rejoindre. Et au-dessus, dans le monde des vivants, la vie continuait son cours. Les gens riaient, aimaient, pleuraient, mouraient. Les saisons changeaient. Les guerres éclataient et s'achevaient. Les villes grandissaient. Le temps passait, inexorable. Mais dans certains endroits, certaines maisons, certaines caves, le temps semblait figé. Là, dans l'obscurité, quelque chose attendait. Quelque chose qui avait des yeux bleus glacés et un sourire sans joie. Quelque chose qui sentait la violette. Et qui attendrait toujours, pour l'éternité. Fin. Les archives de la police de Marseille conservent encore aujourd'hui le dossier de l'affaire Élise Béraud, classé sous le numéro 1907-1123. Les photographies des victimes ont jauni avec le temps. L'encre des rapports s'est fanée. Mais l'odeur, disent certains archivistes, l'odeur persiste. Une odeur douce et entêtante qui s'échappe parfois des vieilles boîtes poussiéreuses. Une odeur de violette.